Eh bien, c'est parti. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, c'est un exercice particulièrement nouveau que nous inaugurons ici avec un événement en présentiel et en distanciel pour la plupart d'entre vous. Un événement qui va durer une petite heure. Un événement dans lequel on a voulu valoriser une innovation portée par un de nos membres. Chez Cap Digital, on valorise l'innovation, on travaille sur la synergie entre nos membres, et là, on est vraiment pleinement dans notre rôle qui consiste à valoriser des innovations, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient d'usage, ou qu'elles soient ici, managériales, mais j'ai envie de dire un petit peu plus que ça, Jean-Charles, on verra ça dans 2 minutes. Alors, on est là pour une petite heure. La manière dont ça va se passer, c'est que Jean-Charles va nous présenter Alan, va nous présenter son projet, va nous présenter son livre. Et puis, nous aurons le temps ensuite de discuter à loisir pendant à peu près 40 minutes. Ce que je vous invite à faire, c'est utiliser l'onglet de questions dans l'outil du webinaire pour poser vos questions au fil de l'eau et nous les poserons ensuite à Jean-Charles. Alors Jean-Charles, Alan, c'est une belle aventure qui a commencé il y a 4 ans. C'est 125 millions d'euros levés en 4 fois. C'est une entreprise qui a commencé avec 8 salariés, qui a obtenu l'agrément d'assureur en quelques mois seulement, alors que ça n'avait jamais été le cas depuis 1986, c'est ce que tu rappelles dans ton livre. Donc on est là vraiment pour explorer les secrets un peu de cette belle aventure qui, pour toi, vont au-delà d'un simple modèle économique. Je te laisse la parole. Avec plaisir. Vous permettez d'enlever le masque, parce que sinon, je ne vais pas tenir 1 heure avec mes lunettes. Bonjour à tous, ici et là-bas. Je suis ravi de parler un peu d'Alan très rapidement pour donner le contexte sur ce qu'on fait et comment on le fait, mais ensuite insister sur notre culture d'entreprise et pas seulement sur la nôtre, mais plutôt sur comment on y réfléchit pour en faire un outil pour tout le monde. Et le but du livre, c'est pas d'être un manuel et dire tout le monde doit faire comme Alan, mais c'est plutôt quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser en tant qu'organisation, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que RH, en tant que salarié dans une organisation, pour faire avancer sa culture d'entreprise vers plus de transparence, plus de confiance, plus de responsabilisation de tout le monde, parce qu'on pense que ça permet plus de performance dans un monde qui bouge plutôt très vite. Mais pour commencer, et du coup ça ne marche plus, faut que je clique ça là-dessus, c'est ça. Dis-moi. Ok, parfait. Pour commencer, pourquoi on a créé Alan très rapidement? On vit dans un système de santé en Europe qui est un vrai paradoxe, parce que d'un côté, on a des médecins extraordinaires, une couverture quasi universelle, des experts reconnus mondialement, et de l'autre, on y dépense entre 10,5% et 11,5% de notre PIB, donc des sommes assez considérables. Et la situation, que ce soit pour les utilisateurs finaux, les citoyens, ou pour les médecins, est souvent médiocre quand elle n'est pas terrible. C'est des temps d'attente hyper longs, un manque de clarté sur l'information, de l'inégalité d'accès aux soins, très peu de personnalisation. Tout ça avec en parallèle des médecins qui sont de plus en plus en burn-out, des structures hospitalières qui s'effritent de plus en plus, des questions sur le financement, la crise des urgences, etc. Et nous, on voit notre rôle comme repartir des gens et pas du système pour repenser la santé. Pourquoi repartir des gens et pas du système? Parce que cette volonté universaliste, pendant les 50 dernières années, elle a fait qu'on a beaucoup industrialisé la santé pour essayer que ça marche pour tout le monde. Mais dans les faits, elle ne marche plus vraiment pour personne de manière personnalisée et personnelle. Et chacun doit essayer de se plier au système au lieu d'avoir l'impression que le système se plie à lui. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de créer avec Alan, faire en sorte que tout le système de santé se plie pour vous et soit extraordinairement simple. Alors, on a commencé par créer une assurance complémentaire santé, une mutuelle au sens un peu galvaudé du terme, mais on est une société d'assurance. Et pourquoi on a commencé par créer une assurance? Parce que l'assurance, elle est connectée à tout le monde. Elle est connectée aux hôpitaux, aux médecins, aux pharmacies, aux professionnels de santé, mais aussi aux entreprises et aux individus. Et donc, elle est un pilier central du système pour faire améliorer la santé.
C'est aussi, comme tu le disais en intro, un système qui était assez poussiéreux, il n'y avait pas eu de nouvel acteur depuis 1986, beaucoup de complexité et donc une opportunité pour rendre cette première brique d'assurance santé extraordinairement simple, à la fois pour les entreprises et les individus. Donc c'est de la clarté, c'est des remboursements beaucoup plus rapides, c'est savoir combien j'ai été remboursé avant d'aller chez le médecin, c'est la gestion des entrées-sorties, c'est la gestion de trucs hyper complexes pour les entreprises autour de la portabilité, des coûts de la santé, énormément de transparence. Et tout ça, on le fait depuis maintenant 4 ans, et ça se traduit par des chiffres qui sont plus de 6 000 entreprises couvertes, 95 000 membres, et un Net Promoter Score qui est à 77, ce qui est plus que Apple, ce qui est beaucoup plus qu'Amazon, et ce qui est 3 ou 4 fois mieux que la concurrence. Et ça, on a réussi à le faire parce qu'on a beaucoup d'attention dans le produit, mais pour avoir beaucoup d'attention dans le produit, dans la différenciation du produit, dans servir nos membres au mieux, c'est parce qu'on a créé une équipe et un fonctionnement d'une équipe qui permet ça. Et en fait, une entreprise, c'est que la somme des gens qui la composent et qui ont une mission commune. Nous, notre mission, c'est de devenir l'app que les gens utilisent pour accéder à leur santé de manière personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire personnel? C'est personnel pour avoir de l'information qui compte pour moi, personnel pour avoir de la prévention qui compte pour moi, et personnel pour avoir de l'accès aux soins, qui soit digital ou physique, qui compte pour moi. Et c'est, si je suis une femme enceinte, quelqu'un qui prépare un marathon, quelqu'un qui a une maladie chronique, un couple qui a des problèmes de fertilité, que tout ça soit très personnalisé à mes besoins et que j'ai l'impression que le système de santé se plie en quatre pour moi grâce à l'âne au lieu du contraire. Donc, à la fin, nous, c'est rendre la santé plus juste, plus transparente et personnelle qu'on veut faire. Et toute notre culture, en fait, est tournée autour de ça et autour de la réalisation de cette mission. Alors, LC Business, c'est le livre que je viens de sortir et dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est comment une culture d'entreprise permet de mélanger deux choses qui ont l'air antinomiques, qui sont excellence et hypercroissance dans un premier pool et bien-être des salariés ensemble. Et en fait, on a tendance à penser que c'est contradictoire alors qu'on pense que c'est vraiment l'un qui permet l'autre. Et du coup, comment on anime les deux, c'est hyper important dans un monde qui change très vite. Et l'intro du livre commence par la théorie de la reine rouge, qui est le monde bouge, la compétition avance, et en fait, si on ne fait rien pour innover, on ne reste pas statique, on décroît jusqu'à la fin totalement. Donc, dans un monde qui bouge très vite et de plus en plus vite et de plus en plus international, comment on fait des entreprises qui arrivent à innover en permanence tout en donnant un sens de mission, un sens d'envie et un équilibre à ses salariés? C'est vraiment le sujet qu'on essaye de traiter et que j'essaye de traiter dans le livre et dont je vais parler aujourd'hui. On a organisé la boîte autour de 5 valeurs et encore une fois, je ne pense pas que toutes les entreprises doivent être tournées autour de ces valeurs, mais les expliquer donne des outils et des clés de pensée sur comment nous, on a construit ça, comment on y a pensé. Et je pense que ça peut inspirer avec certaines méthodes et certains outils que je décris dans le livre. La première valeur, c'est la priorité à nos membres. Et je vais raconter un peu comment elle se traduit, mais c'est différent de dire priorité à nos membres que comme quasiment 100% des boîtes qui vont vous dire qu'elles sont user-centriques. C'est la priorité à nos membres, c'est quand on a un choix à faire sur une optimisation, c'est on optimise d'abord pour les membres avant d'optimiser pour la boîte ou pour les actionnaires. Et ça, en fait, ça a plein d'implications. C'est aussi très lié à une de nos valeurs qui est la transparence radicale. Parce que être transparent radicalement, ça veut dire aussi qu'on se fixe en interne, d'être capable de publier de manière externe 100% des décisions qu'on a prises. Et ça veut dire qu'on sait expliquer toutes nos décisions et du coup, quand on doit les expliquer au monde, on doit donner priorité aux membres. Une note de nos valeurs qui est hyper importante, c'est l'ambition sans peur. Et ça, c'est un truc dont je vais pas mal parler aujourd'hui. Je pense qu'il est très important quand on veut faire une boîte qui va vite et qui croît vite, c'est d'être ambitieux, mais l'ambition, elle va avec la prise de risque et avec accepter l'échec, en fait. Et parce que l'échec est la source de l'apprentissage qui permet de maintenir une ambition. Et c'est cette peur de l'échec qui interdit l'ambition. C'est pour ça qu'on combine ambition et sans peur. La troisième valeur, c'est responsabilité distribuée. Et je vais passer du temps au-dessus, qui est une des plus importantes pour nous, qui est, au lieu d'avoir une hiérarchie pyramidale, c'est comment on redonne le pouvoir aux équipes pour qu'elles puissent être ambitieuses et qu'elles puissent prendre des décisions
de manière la plus indépendante possible, en ayant beaucoup de contexte, et sans avoir une chaîne de validation hiérarchique. Et tout ça, c'est comment on crée cette dynamique très positive qui donne de plus en plus de pouvoir aux équipes. Tout ça n'est possible que grâce à la transparence radicale, parce que pour que les gens puissent prendre des décisions qui sont risquées, il faut qu'ils aient le contexte et toute l'information pour pouvoir les prendre. Et enfin, ça, c'est une mesure qui est extraordinairement importante pour nous, qui est celle du développement personnel et collectif. Développement personnel, c'est mettre en place des outils pour que chacun des membres de la boîte, chacun des salariés grandissent, mais aussi donner le pouvoir à l'équipe pour qu'ils fassent grandir la boîte, pour qu'ils améliorent comment on travaille, pour qu'ils améliorent notre culture, qui est en fait un processus continu d'amélioration. Et c'est pour ça que je suis assez serein de dire ne faites pas comme nous, parce que nous, je sais qu'on ne fera pas exactement comme nous aujourd'hui, dans 6 mois, dans 12 mois ou dans 2 ans, parce qu'on a toujours fait évoluer la culture d'entreprise et comment on travaille. Les valeurs sont restées les mêmes, et ça, les valeurs resteront les mêmes, mais la manière dont on exerce ces valeurs dans notre culture change de manière progressive et itérative, le plus on apprend. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus dans chacune des valeurs et donner quelques exemples de comment ça se traduit pour nous et comment ça peut s'appliquer, je pense, dans toutes les équipes. Un des points qui est très, très important pour nous, c'est se concentrer sur un seul, ce qu'on appelle A+ problème, et je vais définir ça, et sur rien d'autre tant qu'on ne l'a pas résolu. Pourquoi? Un A+ problème, c'est des problèmes qui sont extrêmement difficiles à résoudre, dont on n'a pas les réponses, donc on sait que ça va être dur, mais si on les résout, ça crée beaucoup de valeur. Et en fait, on voit que dans beaucoup d'organisations, la plupart des gens prennent le chemin de la facilité, c'est normal, parce que, un, le risque n'est pas très bien valorisé, et deux, c'est plus facile de faire plein de petites tâches ou d'avoir plein de projets en parallèle. On est plus valorisé si on gère 20 projets que si on gère un seul gros projet qui est risqué et qui peut rater en termes de carrière. Alors qu'en fait, disperser son énergie fait qu'on ne fait pas de choix de priorité, fait qu'on ne fait pas de choix de quelle est la chose qui peut vraiment faire la différenciation sur le long terme et du coup amène à des résultats qui sont relativement faible, itératif, et on va prendre des projets faciles pour être sûr d'y arriver parce qu'on en a plein en parallèle. Et du coup, ça crée une chaîne, on ne fait pas les innovations drastiques parce que elles sont trop dures, elles demandent trop de travail, etc. Pour ça que ça se passe, il faut accepter que les gens essayent de construire pour le long terme et donc donner des horizons de temps pour que les équipes puissent investir, mais découper ces horizons de temps en plein de milestones qui font qu'on peut vérifier si on est en train d'avancer dans la direction pour pouvoir arrêter au bon moment. Le deuxième point, donc, c'est accepter et valoriser l'échec. C'est facile à dire, mais en fait, ça a plein d'implications dans comment on gère la boîte. C'est-à-dire, comment on gère une promotion, par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi un projet ou c'est quelqu'un qui a raté un projet, mais qui a raté un projet pour des bonnes raisons, dont on a appris énormément en tant que boîte et qui fait que la boîte est bien meilleure. Et du coup, c'est ça qui est important de définir, c'est le résultat est important, mais en fait, un des résultats qui a beaucoup de valeur, c'est pas seulement les chiffres, c'est aussi l'apprentissage pour la boîte. Et ça, le valoriser et mettre des chaînes de positifs qui, quand quelqu'un échoue et partage ce qu'on a appris et comment ça nous fait grandir, valoriser ça de manière publique et de manière très exprimée, et valoriser ça dans le process de carrière et de promotion. Et j'en parlais, c'est l'importance du focus, donc de la prioritisation drastique sur très peu de problèmes au niveau de la boîte et au niveau de l'individu, parce que sinon, en fait, on ne sait pas gérer, on ne sait pas mesurer les résultats, etc. Et ça, en fait, ça devient, si l'échec est valorisé, si on n'a qu'un seul gros projet ou deux projets à gérer en parallèle, ça donne aussi beaucoup plus d'oxygène aux équipes, parce qu'elles savent sur quoi elles vont être jugées et elles savent là où elles doivent mettre leur concentration. Une autre valeur qui vient quand même avec l'ambition sans peur, c'est le recrutement et le processus de recrutement. Si vous voulez régler des problèmes très importants et qui sont très difficiles à traiter, et ça peut être de plein de manières, ça peut être des trucs créatifs, ça peut être des sujets opérationnels, ça peut être des sujets d'ingénierie, c'est tout type de problème bien sûr, mais il faut mettre en place un processus de recrutement et de développement des talents qui est aligné avec ça. Donc, il faut être drastique sur qui peut rentrer dans la boîte, comment on le fait, et que ce processus, on mesure à la fois le potentiel de succès de la personne dans la boîte,
l'adéquation avec la culture de l'entreprise et son envie de contribuer à la mission. Et ça, c'est très, très important. Et en fait, une culture comme la nôtre ne fonctionne qu'avec une densité des talents qui est importante. La densité des talents, c'est être sûr que nous, on considère que tout le monde est extraordinaire à sa manière chez Align, on essaye de maintenir ça. Chez Google, ils parlent de Lake Wagon Strategy, qui est comment chaque recrutement augmente la qualité moyenne de l'équipe. Et ça, c'est, je pense, une question que toute organisation doit se poser, tout en maintenant la diversité. C'est-à-dire, avoir quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas nécessairement avoir quelqu'un qui a le plus gros diplôme. C'est juste quelqu'un qui peut faire preuve d'extrêmement de talent dans la manière dont il résolve des problèmes ou il pense aux choses. Une fois qu'on a créé ça, qui est une densité de talent qui est hyper bonne et qui demande beaucoup de travail, pousser les gens à faire des choses ambitieuses dans l'équipe, il faut leur donner le pouvoir de prendre ces décisions. Et nous, c'est ce qu'on appelle de la responsabilité distribuée, c'est-à-dire que chez Alan, chacun des membres de l'équipe peut prendre des décisions sur son scope, n'a pas besoin de boucle de validation, se fixe soi-même ses objectifs en fonction des objectifs de la boîte, mais à chaque semaine, à chaque trimestre, sur les périodes plus longues aussi, les gens vont fixer eux-mêmes leurs objectifs en adéquation avec leur équipe, etc. Mais on leur fait confiance pour qu'ils fixent leurs objectifs et que leur père les aide à se challenger pour être sûr que les objectifs sont les bons, etc. Mais ça, on donne beaucoup de pouvoir là-dessus. Une chose qu'on aime bien dire et qu'on aime bien définir, et on pense qu'est très important, c'est notre boîte, et on pense que les entreprises ne doivent pas être des démocraties. C'est-à-dire que on ne doit pas prendre les décisions par consensus, parce que le consensus est en fait une voie de minimisation du risque et pas de maximisation de la valeur potentielle. Parce que quand on essaie de faire le consensus, on essaie de minimiser les risques à chacune des étapes, de faire plaisir un peu à tout le monde, etc. En fait, quand on essaie de faire plaisir à tout le monde, on prend plus de risques et du coup, on est plus sur des plus problèmes que je définis ici au départ. Donc ça, c'est le côté despote. C'est chaque décision à quelqu'un qui décide et qui n'est pas un manager, on n'a pas de titre de manager, etc. C'est juste, on attribue quelqu'un qui nous semble être la personne la plus proche du sujet pour prendre la décision. On donne la prime au risque et pas au consensus, mais on n'a pas de comité de décision, de boucle de validation. En revanche, c'est très éclairé, et on aime bien cette notion de despote éclairé, c'est que la mission de chacun, quand ils prennent une décision, c'est de faire appel au savoir de la boîte, de faire appel aux décisions de la boîte pour faire grandir leur esprit critique sur le problème. Et du coup, c'est demander plus de données ou essayer d'aller chercher plus de données, demander des idées, demander des critiques pour faire avancer l'idée. Et ça, en fait, on crée ces chaînes positives, mais à la fin, ce qu'on dit de manière très claire, c'est le responsable n'est pas obligé de répondre à tous les commentaires des autres personnes et il doit juste prendre la décision qui semble être la plus juste là-dedans. Pour ça, ça fonctionne bien. Il faut aussi créer, et j'en parlerai un peu plus, mais une culture de candeur et de positivité qui est que quand quelqu'un va pousser une idée nouvelle, qui est souvent risquée, qui est souvent, comme toutes les idées risquées, qui est un peu controversée, c'est-à-dire que c'est pas l'idée que tout le monde a ou qui semble, pardon, je fais du franglais, ce qu'on fait en anglais, obvious à tout le monde. Du coup, on pousse à chaque fois qu'on répond à une idée, c'est de commencer par la positivité. C'est d'abord ce que j'aime dans l'idée. Voilà ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Voilà ce que je trouve avoir beaucoup de potentiel. Et une fois qu'on a fait ça, commencer à parler des risques qu'il faut résoudre. Qui est un peu différent du syndrome français qui, à chaque fois qu'on propose une idée, commence par dire non et après à dire toutes les raisons pourquoi ça va pas marcher avant d'essayer de commencer à voir comment ça peut marcher. En fait, créer cette boucle de positivité est hyper important parce que ça pousse les gens à pousser plus d'idées. Ça fait que quand quelqu'un est entendu, quand on commence par dire « je t'ai entendu, j'ai même dit ce que j'aimais dans ton idée et j'évoque comment l'améliorer », les gens vont beaucoup mieux entendre les axes d'amélioration parce qu'ils ont eu l'impression d'être entendus sur leur idée que d'être dans une confrontation où il faut du coup justifier quelle est la meilleure idée. Et en fait, ça crée encore une fois des chaînes positives qui font que c'est plus agréable de partager des idées et on arrive à des conclusions qui sont souvent meilleures parce qu'on a créé cette boucle de discussion. On est juste là, tous, pas pour prouver qu'on a raison. On s'en fout. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'ego chez Alan, mais juste pour essayer de faire en sorte que la meilleure idée gagne. Et ça, c'est très important.
La responsabilité distribuée, elle permet d'autres choses. Elle permet de faire infiniment confiance aux équipes et de dire, en fait, vous n'avez pas besoin d'être au bureau pour très bien travailler, vous n'avez pas besoin qu'on mesure votre temps. Ce qu'on va mesurer, c'est les résultats. Et par les résultats, c'est l'ambition des projets que vous faites et s'ils réussissent ou pas, et s'ils réussissent pas, qu'est-ce qu'on a appris. Et du coup, ça permet de travailler n'importe où en Europe. Et je reviendrai, il y a d'autres méthodes qui permettent de travailler n'importe où en Europe, mais on a des salariés qui sont partout, qui travaillent soit en 100% télétravail, soit à 80%, soit 60%, soit 20%, soit 0%, on s'en fout. Mais du coup, ils peuvent travailler d'où ils veulent, quand ils veulent, sans contrainte d'horaire, sans contrainte de présence. On leur donne cette flexibilité, ce qu'on leur fait confiance. Et ça, c'est hyper important pour nous. Ça va avec la responsabilité. Et voilà, et on sait que chaque individu a des rythmes différents. Quand on a une famille et des jeunes enfants, on a un rythme différent que quand on est un software engineer qui aime se lever à 11 heures et bosser jusqu'à 2 heures du matin. Et en fait, imposer le même rythme à tout le monde, en fait, frustre tout le monde. Et juste ce qu'il faut faire, c'est que les gens s'organisent et comprennent les contraintes opérationnelles de la boîte. En effet, l'équipe de service client va sûrement avoir plus de contraintes que l'équipe technique, mais l'équipe technique a d'autres contraintes parce qu'il faut maintenir en cas de bug, etc. Mais une fois qu'on donne aux personnes le contexte, et en fait qu'ils définissent le contexte eux-mêmes, en fait, on n'a pas besoin, nous, de dire à l'équipe de service client, vous devez être là de 8 à 20 heures. C'est eux qui ont décidé avec nous de quelle est la qualité de service qu'on veut proposer et comment on s'organise pour faire ça. On crée Fedbook où on peut responsabiliser les gens, leur donner le pouvoir de travailler d'où ils veulent. Un autre point de la responsabilité distribuée, c'est faire sauter les process, faire sauter tous les process de décision et de validation, parce qu'on fait confiance aux gens et parce qu'on crée des boucles positives de confiance. Donc, un des exemples qui est très représentatif, c'est qu'on laisse nos équipes choisir quand ils prennent leurs vacances. Il n'y a pas de processus de validation, il y a juste un processus de communication. C'est je communique quand je vais prendre. Et le seul travail que doivent faire ce qu'on appelle les community leads ou les gens qui ont un rôle plus organisationnel, c'est donner beaucoup de contexte pour que les gens puissent prendre les bonnes décisions sur leurs vacances. C'est en effet si notre pic de l'année de service client est la première semaine de janvier, le contexte, ça va être dans le service client, ne prenez pas tous vos vacances la première semaine de janvier. Mais après, vous vous organisez ensemble pour que ça fonctionne. Et on fait confiance. Et on fait confiance pour que les gens prennent le bon volume de vacances et on les pousse plutôt à prendre plus que moins parce que notre conviction, c'est que des personnes reposées, avec un esprit frais, qui ont pu couper, qui sont énergisées, rapportent plus à la boîte, même si on a un aspect très retour sur investissement. Et du coup, c'est un vrai investissement qu'on fait en les forçant aussi à complètement couper quand ils sont en vacances. Et ça, c'est la condition nécessaire. C'est déjà pendant l'année, on pousse à 0 notification, mais on leur dit aussi, quand vous partez en vacances, désinstallez toutes les apps connectées au travail de votre mobile, vous les réinstallez quand vous reviendrez, comme ça on est sûr que vous coupez complètement. Et vous inquiétez pas, s'il y a une urgence et que le bureau est en feu, on trouvera un moyen de vous contacter. Et ça marche bien, ça force les gens à couper. Et ce qui est très important pour que ce fonctionnement-là marche, c'est aussi que le leadership montre l'exemple, c'est-à-dire que les fondateurs, les gens les plus seniors de la boîte prennent aussi des vacances, parce que s'ils le font pas, ben en fait personne ne va le faire et ça va devenir la norme. Mais c'est créer en fait cette ambiance tacite où on fait encore confiance aux gens, etc. Ça va aussi sur les dépenses. Chacun des membres d'Alan a une carte bleue virtuelle où ils peuvent contrôler, ils peuvent faire leurs dépenses. Il y a un système de contrôle a posteriori à la fin de l'année par l'équipe finance quand ils font les comptes, etc. et pour voir les dérives. Mais on donne aussi là du contexte sur dépenser l'argent pour le mieux de la boîte. Donc, pensez au retour sur investissement, pensez à est-ce que vous auriez pu faire la même chose pour moins cher, négocier, mais on vous fait confiance sur le fait que vous allez le faire et rajouter 4 étapes de validation va pas aider à prendre des meilleures décisions en fait. Un autre point de la responsabilité distribuée qui continue à connecter et qui est pour nous une valeur quasiment dogmatique et qui est très importante, il y a plein de moyens de le faire, mais c'est de partager le capital de la boîte avec 100% des salariés. Donc, tout le monde chez Alan a des actions d'Alan qui sont sous la forme de BSPCE, donc de bons de souscription, et qui est un outil parmi tant d'autres. Et ça, c'est hyper important pour nous, c'est pour dire on est en train de créer cette aventure ensemble.
on vous fait confiance, et cette confiance vient par le partage de la valeur et par le partage de la création de valeur. Ça me permet de transitionner sur la transparence radicale, qui est que si on fait confiance aux gens et on partage la valeur avec eux, on partage aussi 100% d'informations. Et 100% d'informations, ça va très loin. C'est tout le monde a accès au salaire et au capital de tout le monde. Mais on y revient un peu à cette notion de priorité à nos membres, mais elle s'applique aussi à nos salariés. C'est la transparence radicale nous force à être capable d'expliquer toutes les décisions et d'être capable d'expliquer pourquoi. Et du coup, ça c'est puissant. On partage le salaire et le capital de tout le monde parce qu'on est très serein à dire pourquoi on a pris telle décision, pourquoi tu as tel niveau dans la grille, pourquoi tu es payé autant et pourquoi tu as autant de capital. Et ça permet plein de choses. Ça permet de supprimer beaucoup d'inégalités de sexe sur les salaires et l'equity, parce que tout est public, donc ça se voit vite si on paye des gens à rôle différent, à rôle équivalent, quelque chose de différent. Ça nous force. Ça nous force à donner des règles claires sur quels sont les process de promotion, comment on valorise la création de valeur chez Alan et comment on reward. Ça fait qu'on a peu de discussions RH, c'est-à-dire que c'est plus ceux qui vont venir négocier le plus avec leur manager qui vont avoir le meilleur salaire, c'est ceux qui sont jugés par leur pairs comme étant ultra performants et créant beaucoup de valeur qui vont progresser dans la grille. Et du coup, on a l'impression de créer un système plus juste, plus transparent, qui fait plus confiance. Et s'il y a un problème, parce que parfois il y a des problèmes, quelqu'un n'est pas au bon niveau, etc., ben, on en parle de manière constructive et on essaie de résoudre le problème de manière objective qui est, si tu penses que tu n'es pas à ce niveau-là dans la grille, on a des reviews, on a un process de revue tous les 6 mois, mais si tu penses que tu n'es pas au bon niveau dans la grille, parlons-en, montre-nous, explique-nous pourquoi tu penses que tu es au niveau d'au-dessus dans la grille et regardons avec tes pairs et les gens qui travaillent avec toi s'ils pensent ça aussi. Et on a une discussion constructive qui est sur la vraie performance, sur la vraie contribution au succès de la boîte, etc. et qui n'est pas sur non, mais un tel est payé tant et pas moi. Et ça, c'est très puissant. La transparence radicale, elle passe aussi par, donc ça, je vous en ai parlé de la grille de salaire et de capital qui est accessible à tout le monde et qui est transparente pour tous. Elle passe aussi par donner tout le contexte. Et ça, c'est très important. C'est, si vous voulez qu'il y ait des gens très performants qui prennent des bonnes décisions, il faut qu'ils aient accès à 100% d'informations, à tous les chiffres, à toutes les contraintes, à tous les risques de la boîte, à les peurs que j'ai moi en tant que manager en ce moment et quels sont les trucs qu'il faut résoudre. Et oui, ça demande de communiquer bien, mais en fait, quand on crée cette relation de confiance, quand on dit s'il y a un problème, on va le résoudre ensemble, en fait, ça crée cette boucle positive où les problèmes font de moins en moins peur à tout le monde, déjà, parce qu'on les a résolus dans le passé, on va les résoudre ensemble et on est une équipe pour les résoudre. Ça crée cette relation où les gens prennent des décisions avec le bon contexte et ça crée ces chaînes positives où chacun contribue à partager de plus en plus de contexte. Ce qui est important du coup dans ce contexte de transparence radicale, c'est de donner une éducation et des cours aux gens sur comment manager l'afflux d'informations. C'est supprimer les notifications, décider quand je vais aller voir le contenu, parce que bien sûr, pas tout le monde peut et doit lire tout le temps. C'est juste savoir, mais en revanche, savoir que tout est accessible tout le temps, c'est hyper puissant. Parce que si je sais qu'au moment où je travaillerai sur tel ou tel projet, j'aurai accès à l'information pour y aller, ça c'est très puissant. Ça crée une boucle de confiance sur les décisions qui sont prises, ça nous rend auditables, etc. Et du coup, vous allez voir que tout est lié, mais on a essayé de remplacer, comme notre bureau c'est l'Europe, comme on croit en la transparence radicale, comme on croit au fait que les gens doivent gérer leur temps, comme on croit à la construction du savoir, comme on croit que c'est la meilleure idée qui gagne, on a essayé de supprimer la plupart des meetings pour les remplacer par une sorte de forum interne. On prend plein de décisions et les décisions les plus importantes à l'écrit ensemble de manière asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au lieu d'avoir un meeting avec 15 personnes, ben, on va avoir quelqu'un qui va ouvrir ce qu'on appelle une issue, mais qui est un post dans un forum, qui va décrire le problème que la personne essaie de définir ou le problème que la personne essaie de résoudre. La personne va mettre du contexte, les chiffres, les données, les anciennes décisions qu'on a prises. La personne va mettre une proposition et va taguer des gens, comme on les tague sur Twitter ou Instagram de l'équipe, et va mettre une tagline. Je veux qu'on ait pris une décision dans les 3 jours. Et après, les gens vont contribuer à l'écrire avec leur point de vue. Et ça a plein de vertus parce que les gens peuvent travailler d'où ils veulent, ils peuvent travailler quand ils veulent. Ça devient plutôt la meilleure idée qui gagne parce que
on est en train de lire des idées qui sont quasiment plus associées au nom et pas la voix la plus forte dans la salle de réunion, qui est souvent l'homme blanc cinquantenaire qui va gagner. Et ça permet aussi de construire le savoir. C'est-à-dire que nous, on a pris plus de 7000 décisions dans notre forum interne et on a accès à toutes ces décisions qu'on a prises depuis le début, pourquoi on les a prises, comment, et le fil de toute la discussion. Et ça, on pousse vraiment, c'est radical, parce que ça fait qu'on a quasiment 0 meeting à plus de 3-4 personnes. Ce qu'on a, c'est plein de sessions sur des whiteboards à 2, ça on adore, les gens qui programment à 2, les gens qui font des calls commerciaux à 2, etc. Parce qu'on pense que travailler à 2 ou à 3 de manière très resserrée sur un projet, ça fait progresser très vite. Mais les décisions structurelles à plus, elles sont toujours écrites et hyper structurées. Ça permet aussi que les gens qui travaillent à distance aient totalement autant d'informations que les gens qui sont au bureau. Ça ne crée pas de classe de citoyens, ce qui est hyper important aussi. Et ça, pour nous, c'est un de nos outils, l'asynchrone, qui fait vraiment la différence et qui connecte tous les points aussi ensemble. Encore une fois, c'est notre culture, on ne pense pas que tout le monde doit le faire, mais se poser la question de, dans mon organisation, comment je pousse un peu plus de transparence, comment je responsabilise un peu plus, comment je fais en sorte que les gens qui travaillent en télétravail en ce moment, et ce qui va être une tendance de société qui va continuer quand même de plus en plus, ne soient pas des citoyens de seconde zone par rapport à ceux qui sont au headquarters. Ça, je pense que c'est hyper important et que toutes les boîtes doivent se le poser. Et on essaye de donner quelques outils pour faire ça. On a supprimé le rôle de manager aussi chez Alan parce qu'on trouve qu'il est hyper connoté sur une concentration de pouvoir hiérarchique et je dois faire valider toutes mes décisions avec le manager. On a essayé de le décomposer, mais il y a plein de trucs qui sont bien dans le rôle de manager et il y a des gens qui sont des très bons managers aussi. Donc, on a essayé de le décomposer en plusieurs axes, en fait. Le premier axe, c'est on est tous responsables de nos actions, donc ça enlève déjà toute la boucle de validation des managers classiques. En revanche, on a des gens qui ont la responsabilité de gestion de projet ou d'organisation d'une communauté de personnes, etc. Donc, eux, leur job, c'est de faire en sorte que l'organisation marche bien, et ça ne veut pas dire qu'ils doivent valider les décisions des autres dans cette organisation. Et ça, c'est très, très différent. Chacun se fixe des objectifs hebdomadaires et après à horizon plus long. Et donc, chacun partage de manière transparente et publique ses objectifs de la manière suivante, de la semaine suivante. Est-ce qu'il a ou elle a atteint ses objectifs de la semaine passée et où est-ce qu'elle a besoin d'aide, où est-ce qu'elle est contente, etc. Ne pas avoir de manager, ça demande de remplacer par un système de coaching. Et ça, c'est très, très important. On a décomposé le rôle de manager, donc parfois en la gestion de projet, en donnant le pouvoir à chacun de prendre ses décisions de manière autonome. Et après, c'est en des coachs avec deux types de coachs. Des coachs qui sont des coachs sur mon développement personnel. Donc, c'est des coachs internes. Hein, donc, c'est des salariés d'Alan qui sont juste plus seniors ou là depuis plus longtemps, qui vont aider des gens plus juniors en se voyant tous les 2 semaines en one-on-one et en posant des questions sur le développement personnel, sur comment grandir, comment développer sa curiosité, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, quels sont les problèmes que j'arrive pas à résoudre, mais pas pour aller dans l'opérationnel du problème, mais pour essayer de comprendre quels sont les talents que je dois développer en tant que personne pour arriver à mieux développer ces problèmes, avoir moins peur, à être plus concentré sur quelques sujets, etc. On a aussi du coaching technique qui est si je suis un commercial junior, comment je deviens de l'expérience, et ça, c'est aussi des boucles de feedback, du pair programming, etc. Et c'est aussi créer une culture de feedback qui est continue. On n'attend pas les one-on-one et tout le monde doit faire des feedbacks et le feedback ne doit pas être un truc d'effrayant. Il doit être juste reçu comme quelque chose qui m'aide à grandir et qui m'aide à améliorer, même quand il est dur. Et on n'aime pas parler de candeur radicale, qui est un terme qui a été défini par King Scott. C'est le feedback, il n'est pas là pour décharger son humeur quand on est énervé parce que quelqu'un fait quelque chose de pas bien. On essaie toujours de prendre l'hypothèse que les gens essaient de bien faire, parce qu'on a recruté des gens qui sont bien et qui sont des gens qui sont positifs, etc. Mais s'ils n'ont pas fait comme on l'attendait ou si ça nous frustre, essayer d'expliquer pourquoi on a une frustration pour essayer de faire en sorte qu'on avance ensemble la prochaine fois et que ça s'améliore. Et ça, ne pas attendre, le faire en continu, ça crée aussi une culture qui augmente la densité de talent parce que les gens s'améliorent en continu et ont l'impression que
on les aide à s'améliorer et c'est hyper important. Mais encore une fois, il faut aussi beaucoup d'entraînement pour faire du feedback qui est constructif, faire du feedback qui a le bon ton, qui n'est pas trop difficile, enfin, qui, même s'il dit des choses difficiles, parce qu'il faut les dire et c'est le plus important, on le dit avec une forme qui est là pour s'améliorer et pas juste pour défoncer la personne. L'autre truc qui est important et qu'on pense qu'il faut survaloriser en France parce qu'on n'est pas très très bon, c'est ce qu'on appelle phraser, donc c'est encore une fois dire aussi, faire du feedback positif. En France, on a tendance à associer feedback à je te dis juste comment t'améliorer, c'est aussi dire quand un truc est super bien et le dire de manière positive, publique, parce qu'en fait, ça crée de la boucle de ah, c'est ça qui est super bien dans la boîte. Ah, c'est ça qui est. Et en fait, ça crée de l'apprentissage aussi qui est hyper valorisé pour tout le monde, de dire qu'on a très fort aimé ce que quelqu'un a fait. Et ça, c'est important. Enfin, je vais bientôt m'arrêter là. Je ne sais pas du tout si j'ai tenu les délais ou pas. On demande aux équipes, et dès leur premier jour, quand ils nous rejoignent, de modifier la boîte. Et on a, ce qui est écrit dans le livre, c'est, il y a le corps du livre, c'est ce qu'on appelle nos Alan Leadership Principles, donc la manière dont on travaille et dont ça se traduit. En fait, on a un document interne qui est Alan Leadership Principles aussi, mais que tout le monde peut éditer en permanence. Il faut justifier pourquoi on fait une modification, mais et vraiment, on donne le pouvoir à l'équipe de rendre notre culture meilleure, de changer les processus, de faire en sorte qu'on travaille mieux ensemble, parce que c'est un droit et un devoir de leur part de faire que Alan soit meilleur, parce qu'en effet, là, on est 240. La manière dont on gère les problèmes est différente de quand on était 100, de quand on était 10, de quand on était 2. Et elle sera différente quand on aura 500 et quand on sera 1000. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque étape de la boîte, on nous a dit « Ah, mais votre culture, elle va pas tenir l'étape d'après. » On nous l'a dit quand on était 2, puis quand on était 10, puis quand on était 50, quand on est 100. Maintenant, quand on est 250, on dit la même chose. Et on ne veut pas être présomptueux dans le sens où on dit « On a raison et on sait que ça va marcher. » Ce qu'on sait, c'est que comme on voit ça comme un organisme vivant, on voit ça comme quelque chose qu'on va faire évoluer, en fait, on n'a pas peur. C'est oui, notre culture exactement comme elle est aujourd'hui sera différente demain et nos méthodes seront sûrement différentes parce qu'on ne gère pas une boîte de 10 000 personnes comme j'ai une boîte de 200. En revanche, cette concentration sur avoir une culture autour de la responsabilisation, autour de la transparence, qui donne le pouvoir aux gens, à qui comment on fait confiance aux gens et comment ils font confiance à la boîte pour prendre des bonnes décisions, ça, on va essayer de le maintenir et ça, on pense qui est le sujet que tout le monde doit se poser en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, en tant que salarié, en tant que manager. Voilà, je crois que c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Je parle un peu fort pour qu'on m'entende. On n'a pas perdu un seul participant en ligne depuis le début de la séance. Ce qui est plutôt voilà, un bon indicateur. On va passer aux questions-réponses. J'ai déjà quelques questions qui ont été posées sur le chat. Je vais en prendre une pour commencer. Donc, ça vous laisse le temps dans la salle de préparer la vôtre. Et on alternera. Comme ça, on fera un petit ping-pong. Erwan me demande comment est-ce que vous vous situez sur l'affichage de vos valeurs par rapport aux valeurs traditionnelles, entre guillemets, soit des mutuelles, soit des sociétés audibles sur ces éléments comme la mer. Ouais, pour nous, on essaye, dans les faits, même pas de trop se comparer à la compétition. On regarde, je pense que si on veut, c'est la priorité à nos membres, qui est la première de nos valeurs, veut dire que tout ce qui compte, c'est est-ce qu'on est en train de résoudre des problèmes qui sont importants pour les gens, et si c'est le cas, on va avoir de la croissance, on va avoir un Net Promoter Score qui sera haut et on continuera à grandir. Donc en fait, on est une boîte qui fait finalement très peu de veille compétitive parce qu'on ne pense pas que c'est comme ça qu'on résout bien des choses. Ce qu'on va faire, c'est on va chercher de l'inspiration souvent. On n'a pas honte à aller chercher, mais on va rarement la chercher dans notre industrie, on va la chercher n'importe où. L'inspiration sur comment notre entreprise ont créé leurs valeurs, comment l'entreprise ont créé leurs produits, etc., pour nous inspirer. Donc, je réponds pas vraiment à la question, mais parce que c'est une question qu'on se pose pas vraiment en interne, en fait. Une question dans la salle. Moi, j'ai une question. Quand vous avez eu l'idée de créer Alan, est-ce que ce que vous avez expliqué sur votre culture, votre modèle, est-ce que vous aviez déjà l'idée, ou est-ce que c'est en créant
le concept, je vous ai dit qu'est-ce qui fera que ce concept-là sera performant, sera différent? Je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'on avait… Alan, c'est ma deuxième boîte, je venais de vendre ma première à ce moment-là, enfin mes parts dans ma première. Et dans ma première boîte, on n'avait jamais défini la culture d'entreprise. En fait, on avait une interprétation entre cofondateurs avec les équipes, je pense, un peu différente de quelle était notre culture. Et le fait de ne l'avoir jamais explicité, je trouve, créer des potentiels de dysfonctionnement parfois qui n'étaient pas agréables et qui mettaient plus de temps à résoudre qu'ils auraient pu être résolus parce qu'en fait, on n'avait pas défini la norme. Et du coup, avec Charles, mon cofondateur d'Alan, on s'est dit au moment de créer la boîte, on va se mettre d'accord sur ce qui est important pour nous et être sûr qu'on est super alignés là-dessus. Après, par exemple, le travail asynchrone, c'est arrivé qu'après 8-9 mois de la boîte, parce qu'au début, on était tous, la boîte a commencé dans l'appart, on était coloc avec mon cofondateur, avec les premiers salariés qui venaient là, et du coup, on était tous dans le même bureau en permanence. En fait, la synchrone n'avait pas trop de valeur. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais on n'arrive pas bien à tracer les décisions, alors qu'on n'est que 8. On n'arrive pas à se souvenir pourquoi on a pris une décision il y a 3 mois. C'est qu'on a un problème, et ça va grandir de manière exponentielle. Donc, ça, on l'a résolu. Mais se poser la question on veut faire une boîte qui attire les meilleurs talents au monde, qui leur donne beaucoup de pouvoir, où il n'y a aucun mensonge et on se dit tout, on se donne du feedback et on partage le capital avec tout le monde, ça y était depuis le début. Et parce que c'est des trucs qui étaient vraiment importants pour nous en tant que personne. Et du coup, mais en revanche, après, ça s'est construit. Au début, c'était un premier document d'une page et maintenant, c'est un document plus profond avec plein de niveaux de profondeur, plein d'exemples, etc., dont j'ai fait un livre. Et je pense que c'est comme ça que ça se construit. Et ce que je pense pour les boîtes qui sont plus grosses que nous, qui n'ont pas eu la chance de commencer si tôt sur la culture, c'est essayer de faire un truc qui chamboule toute la culture de la boîte tout de suite, ça va pas marcher. C'est un projet qui est trop gros. C'est déjà se poser la question au sein de mon équipe de 5 ou 10 personnes, ma business unit, se poser la question très simple de la dernière fois qu'on a pris une décision importante, comment on l'a prise? Et c'est pas dire quelles sont nos valeurs et tout, essayer juste de regarder ça. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a fallu faire de la politique? Est-ce qu'il a fallu faire 12 déjeuners avec des personnes pour les convaincre? Est-ce qu'il a fallu faire 40 meetings? Est-ce qu'on est content de la manière dont ça s'est pris, etc. Et ça, on peut juste après prendre un step back et se dire, est-ce que ce processus de décision-là nous convient? Est-ce que tout le monde a été heureux dans ce processus de décision-là? Ou est-ce que ça crée plein de frustration pour tout le monde? Et essayer de résoudre déjà ce problème-là. Et ça, c'est déjà un premier pas en avant énorme en partant d'un problème pour essayer d'améliorer la culture. Et une fois qu'on arrive à notre méthode idéale de comment on résout un problème dans la boîte, on peut essayer de définir quelles sont les valeurs qui sont dessus. Ce que la plupart des boîtes font souvent, c'est ils vont faire un comité, un sondage avec les salariés sur quelles sont les valeurs de tout le monde. Et du coup, toutes les boîtes se retrouvent avec toutes les mêmes valeurs idéales parce que c'est super bien d'avoir ces valeurs idéales et on les met sur des posters sur les murs. Mais en fait, la manière dont on prend les décisions n'a pas changé. Et alors que la culture, c'est pas les posters. La culture, c'est pas les baby-foot. La culture, c'est quelles sont les normes de la boîte pour travailler ensemble et pour prendre des décisions. Et je pense que, l'exemple d'Enron est hyper bon. Une de leurs valeurs, c'était la confiance et faire bien les choses, quoi. Et bon, c'est pas vraiment ce qu'ils ont fait. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment retourner aux fondamentaux qui sont, genre, comment on prend les décisions chez nous, comment on recrute, comment on fait du feedback. Et une fois qu'on a ça, après mettre les valeurs par-dessus, je pense que c'est la bonne chose. Partir du concret. Quand on est salarié et qu'on veut justement pousser des idées nouvelles ou travailler sur cette question de confiance, transparence, quel clé tu peux donner aux salariés pour pousser ces idées en commun? Je pense qu'il faut y aller en se disant ça va prendre du temps et on va se prendre des claques, mais c'est un des concepts en physique. En physique, c'est le concept de réciprocité. Donc et ça met parfois du temps, mais quand on appuie sur un mur, le mur applique la même force sur nous. Et je pense que c'est la même chose. C'est si je veux créer de la boucle de feedback positive,
même si les gens font des feedbacks qui sont hyper durs et qui sont pas bien, je vais commencer par moi à commencer à dire ce que j'aime aux gens dans ce qu'ils font et après donner ma critique. Et peut-être que ça va prendre 6 mois à percoler, mais les gens vont finir par voir que c'est plus agréable et que ça marche mieux. Donc, c'est commencer comme ça et mener le combat. Le deuxième truc, c'est repartir repartir de comment on a pris une décision et l'exposer. Je pense que c'est vraiment le truc que j'ai dit, c'est s'il y a un truc qui nous frustre et qu'on veut changer, c'est juste exposer aux gens, pas dire c'est ta faute, c'est mal, etc. Dire juste, regardez, collectivement, on a pris cette décision comme ça la dernière fois. Est-ce que moi, ça ne me satisfait pas trop pour telle et telle raison? Vous, est-ce que ça vous satisfait ou pas pour telle ou telle raison? Et juste avoir cette discussion constructive sur un cas ultra précis qui antagonise pas, qui demande pas de changer toute la culture de la boîte tout de suite ou de faire énormément de travail, qui est juste une discussion saine sur comment on a fait les choses la dernière fois. Et ça, je trouve que ça permet. Et après, moi, j'ai aussi un truc, c'est si, et nous, on dit la même chose aux gens chez nous, c'est si vous n'êtes pas heureux sur la manière dont on travaille et on prend la décision, partez de la boîte, essayez de trouver une boîte où vous allez être heureux parce que nous, on sait qu'on n'est pas fait pour tout le monde. Enfin, il y a des gens qui, l'asynchrone et l'écrit, même si on a plein d'interactions sociales et tout, hein, ça reste quand même le processus. Il y a des gens qui aiment être dans des décisions, des meetings de 15 personnes pendant 3 heures, c'est ça qui les fait vivre, etc. Et eux seront très malheureux chez nous. Et du coup, c'est aussi prendre cette conscience de, est-ce que finalement, je suis dans une boîte qui me fait confiance et en qui j'ai confiance? Est-ce que j'ai l'impression que je vais arriver à le changer? Et sinon, est-ce que je peux me poser la question de comment le faire? Nous, chez Alan, quand il y a un misfit culturel, on crée beaucoup d'accompagnement pour que les gens trouvent leur prochaine étape, parce qu'on trouve que c'est hyper important. Pas toutes les boîtes font ça. Mais je pense que tout salarié doit se poser cette question. Je pense qu'il doit toujours commencer par est-ce que je peux changer et essayer de changer. Mais c'est assez intéressant en France aussi. On a un des tissus de protection sociale les meilleurs au monde. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a plein d'outils qui nous permettent de vivre et de prendre ce type de risque. Et les gens ont quand même très peur de changer et préfèrent rester dans un environnement où ils sont malheureux, ils n'aiment pas la manière dont c'est fait, plutôt qu'à d'essayer de trouver un truc qui est certes effrayant parce que c'est du changement et parfois c'est dur de trouver un job et ça on en a tous conscience. Mais genre, si on est dans un truc qui nous frustre et on a la boule au ventre tous les matins pour aller au bureau, c'est qu'il y a un truc qui est très dysfonctionnel dans la boîte. Et si on n'arrive pas à le changer, il faut changer de boîte. J'ai Aurélien qui nous demande, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour bien comprendre d'un projet à haute valeur ajoutée, un plus problème, découpé en X? Ouais. Un projet, alors ça va être un peu technique, mais c'est quand on crée une assurance, il y a toute une partie qui est remboursée les sinistres. Donc, quand quelqu'un déclare un sinistre, elle est remboursée. Et la plupart des boîtes, ce qu'elles font, c'est il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, qui sont des délégataires de gestion et qui vont gérer ça pour les assureurs, pour les mutuelles, etc. Nous, on a commencé par ça au début pour pouvoir le lancer plus vite, mais le plus problème, c'était de tout reconstruire de A à Z. Et du coup, on est reparti de la feuille blanche et on a reconstruit un système de gestion des sinistres qui était complètement automatisé, qui permettait de mieux gérer la fraude, qui fait que maintenant, on peut rembourser de manière instantanée, c'est-à-dire que les gens sortent de l'ostéo, prennent une photo de leur facture et on le cache dans la minute, dans certains cas, parfois dans l'heure, mais même avant que leur carte bleue ait été débitée. Et ça, c'est parce qu'on a tout reconstruit de A à Z en découpant en sous-blocs et en milestones. Et honnêtement, les gens de l'industrie, dont des gens en interne, parce qu'on a des gens qui ont 25 ans d'industrie, nous disaient c'est impossible à faire, plein de gens ont essayé, vous allez vous casser les dents et ça va marcher. Et on a juste décidé que c'était un problème qui allait générer beaucoup de valeur, à la fois pour nos membres, parce qu'on allait rembourser plus vite de manière plus claire, avec de la meilleure data aussi, parce que du coup, ils ont le statut du remboursement en continu, où ça en est, les chiffres, si il manque un document, c'est automatisé avec le document qui manque. Enfin, on a créé vraiment un truc qui est hyper clair, automatisé, qui nous permet de grandir plus vite de manière automatisée à moindre coût qu'on peut redistribuer à nos membres. Et ça, c'est un projet qui prend 14 mois, mais qu'on a décomposé en plein de sous-blocs de succès. On a d'abord internalisé la facturation, puis un certain type de remboursement, puis etc., pour avoir des projets, des milestones de succès qui nous a avancé au fur et à mesure. Et je confirme, on est chez Alan, chez Capital, et c'est particulièrement agréable tous ceux qui sont salariés cadres dans cette salle et à la fin, je crois que
choisiront pas, c'est hyper agréable de voir ce qu'ils peuvent faire. Je pense que c'est vraiment cela. Moi, j'avais une question, je me fais un peu moins de relais là, j'ai une question qui me taraude. Super présentation, beaucoup de solutions. J'ai envie de savoir à l'inverse, sur quoi vous bloquez, quels sont les points les plus douloureux ou les échecs que vous avez rencontrés. Je pense que le truc le plus difficile de la transparence radicale, c'est quand on doit se séparer de quelqu'un parce qu'il y a un misfit culturel ou de performance, et c'est comment on présente ça à l'équipe, parce que souvent, c'est encore une fois, c'est pas des gens qui sont des gens méchants, c'est pas des gens qui sont des personnes qui sont pas brillantes, c'est juste, ce n'est pas en train de marcher chez nous au niveau d'attente qu'on a, parce qu'on a une attente d'excellence, et du coup, c'est créer cette boucle positive où on fait du passage chez Alan un truc génial sur un CV et on accompagne les gens à passer à l'étape d'après, mais ça, on l'a raté plein de fois, et trouver la bonne limite et la bonne manière de l'exprimer, c'est un truc qui a été difficile et on n'est pas encore parfait, je pense qu'on s'est beaucoup amélioré. Avoir une culture du feedback où des gens qui sont nouveaux dans la boîte se sentent capables de faire du feedback constructif et difficile à des gens qui sont là depuis plus longtemps, et pareil, ça met du temps, il faut montrer de l'exemple. Un truc que moi j'aime bien faire régulièrement en tant que CEO, c'est aussi partager, voilà, sur le dernier trimestre, voilà toutes les erreurs que j'ai fait moi en tant que CEO, et je les partage publiquement à tout le monde. Et juste partager ça, ça crée aussi de la bulle positive, mais ces trucs qui sont particulièrement difficiles et qui mettent du temps à construire. Maintenir une barre de recrutement hyper haute quand on grandit, c'est hyper important. Valoriser l'échec tout le temps, c'est parfois difficile. Enfin, c'est difficile pour nous. Donc voilà un peu où on en est. La transparence radicale, je pense que c'est quasiment le truc le plus dur à maintenir parce que on a toujours une bonne raison dans la tête de se dire, de penser aux conséquences de un ou une telle va mal réagir à ce truc-là, etc. Et du coup, cette peur fait qu'on arrête de le faire, alors qu'il faut utiliser cette peur plutôt comme un levier de dire, mais si les personnes vont réagir comme ça, en fait, je vais rajouter un paragraphe pour anticiper cette réaction et expliquer encore mieux pourquoi je fais les choses. Et en fait, on peut créer ces boucles qui sont meilleures, mais ça, c'est hyper difficile et tout le monde se plante de temps en temps. J'avais une question. Tu dis dans ton livre que le contexte généralisé de perte de sens et de temps doit être intégré très en amont dans les projets d'entreprise. C'est pour toi la nouveauté que vient illustrer la crise, finalement, que le management d'hier a un peu vécu et que les salariés ne supportent plus forcément la dissonance cognitive entre la perte de sens entre leur travail et leurs aspirations. Ouais. Bah ça, en tout cas, c'est moi quand je vois des amis dans d'autres boîtes, etc., c'est l'écho que j'ai, c'est le confinement être un moment d'introspection assez fort pour beaucoup de gens. Ça a été un moment où ils ont changé leur méthode de travail, donc ils ont aussi vu des choses différentes. Et beaucoup de personnes, enfin nous on le voit sur le recrutement et sur le recrutement de la nouvelle génération, c'est l'importance de la mission, du sens, de la responsabilisation est cruciale pour tous les nouveaux diplômés. C'est un truc où ils sont intransigeants dessus. Et ça, je pense que c'est la lame de fond. Et nous, on a vu, j'ai eu des cas je vais pas citer les boîtes, mais de salariés dans certaines boîtes qui sont hyper fort donnés pendant le confinement en travaillant à distance, en faisant en sorte que tout marche bien, en assurant l'activité, en comptant pas leurs heures, etc. dans notre boîte. Et dès que ça s'est fini, on leur a dit « Ah non, c'est fini le télétravail, tu dois retourner au bureau. » Et on repasse dans le management classique à mesurer les heures et tout. Et eux, ils se disent « Mais genre, je me suis donné, j'ai prouvé qu'on pouvait me faire confiance et que ça marchait, et on retourne à l'ancienne. » Enfin, je pense que ça devient insupportable pour plein de gens. Et j'ai en tout cas, moi, beaucoup d'échos de gens qui sont plutôt dans des grands groupes et dans des grandes boîtes qui se disent « Je vais pas rester parce qu'en fait, on ne fait pas confiance. » Et je pense que toutes les boîtes ont l'opportunité de faire confiance. Ça fait peur. Et il y aura des échecs. Je pense que le pire truc qu'on peut faire, c'est, en tant que boîte, c'est rajouter des process parce que quelques personnes, de manière épisodique, quand on les responsabilise, vont faire des erreurs ou vont faire des trucs graves. La transparence radicale, elle implique le risque qu'un jour, une information confidentielle sorte. Mais en fait, et la plupart des gens et la plupart des organisations vont dire, le jour où une information confidentielle va sortir, vont arrêter la transparence radicale en disant « Ah, je vous l'avais dit, ça allait sortir à un moment, et en fait, ça marche pas. » Et en fait, je pense qu'il faut toujours se poser la question de
quelle est la valeur générée par rapport au risque, et le risque existera, et il y aura des erreurs, et il y aura des trucs qui ne marcheront pas, et ça marchera. C'est comme sur les vacances. Potentiellement, il y a quelqu'un qui pourrait réussir à niquer le système et partir 6 mois sans personne dans d'autres personnes. Je pense pas que ce soit possible, parce que tout le monde travaille avec d'autres gens, et comme les gens sont payés pareil ou ont accès à l'equity, à un moment, ils vont se dire que c'est injuste, mais ça pourrait arriver que des personnes abusent. Et si les personnes abusent, ben, on espère que le système sera sorti, mais je pense pas qu'il faut rajouter des process pour gérer les gens qui abusent. Il faut juste toujours donner plus de contexte, donner plus de responsabilité à leurs pairs pour qu'ils aident à gérer ces problèmes-là, etc. C'est ce que tu dis quand tu évoques le fait que l'échec en management, c'est qu'en management, tu es dans le contrôle permanent. Ouais, mais c'est hyper dur. Enfin, ce qui est intéressant quand on crée une boîte de zéro et qu'on est fondateur, c'est que on est forcé de let go, enfin de laisser plein de sujets au fur et à mesure. Au début, quand on est 2, ben, forcément, on a le contrôle sur tout, puis quand on est 8, on a le contrôle sur un peu moins tout. Et du coup, moi, j'ai vraiment vu ces étapes où je suis obligé d'enlever tout mon contrôle et donner de plus en plus de contexte au fur et à mesure que la boîte grandit. Et mon rôle, c'est d'avoir le contrôle sur plus que la stratégie long terme de la boîte, quasiment, et sur certains recrutements. Et ça, c'est un vrai processus itératif qui est hyper difficile. Enfin, pour moi, il y a plein de choses dans le produit que je faisais pendant hyper longtemps et maintenant que je ne fais plus du tout. Ça a été un processus d'empowering des gens et d'essayer de partager ce qui était important pour moi dans notre produit. Et ça, c'est des exercices qui sont très, très difficiles pour tout le monde, qui mettent du temps, qui font que, en effet, les personnes de l'équipe vont pas faire les choses comme moi je les aurais fait et peut-être vont même aller moins vite ou faire différemment, ou peut-être vont faire moins bien. Mais en fait, il y a beaucoup plus de valeur de créer cette boucle d'apprentissage où ils vont finalement faire mieux que moi et en fait, ils font toujours mieux que moi à la fin. Ça a plus de valeur, mais ça passe par une étape d'investissement qui est un peu effrayante, où il faut let go, enfin où il faut lâcher prise un peu. Et je me permets, le recrutement, parce que j'avais des questions là-dessus, du coup, le recrutement, ça se passe en interne, il y a une équipe dédiée ou bien on a une équipe de talent qui nous aide à bien avoir les bons process de recrutement, qui nous aide aussi sur le sourcing et sur être sûr que les gens avancent bien dans le process. Mais après, tous les entretiens sont faits par des gens opérationnels de la boîte. Et ça, c'est hyper important. C'est l'équipe qui recrute et c'est pas un truc qui est sous-traité en disant « Ah, j'ai besoin de 2 ingénieurs » et après, on regarde ce qui se passe jusqu'à que les ingénieurs arrivent. C'est l'équipe qui fait en sorte parce que ça les rend responsables. Ça permet de maintenir la barre de niveau très haut aussi. Et ça permet de créer cette boucle positive de si les exercices font plus de sens, si les choses ne marchent plus, ben, ils l'améliorent parce qu'ils le voient tout le temps. Donc, il y a une vraie responsabilisation des équipes sur c'est eux qui recrutent pour la boîte. Sur les équipes qui recrutent, l'équipe des dirigeants fondateurs, vous n'intervenez plus sur le... Nous, on voit encore les cofondateurs ou les gens parmi les 8 premiers voient encore 100% des gens dans un entretien au moins, et ça c'est plutôt pour s'assurer du sujet de cultural fit, parce que nous avec l'expérience on a encore plus de sens sur la culture et comment les gens sont en adéquation avec la culture, mais après la décision finale est prise sans nous. Nous on est un data point parmi tout le process d'entretien. Après chacun dans la boîte a un droit de veto à chacun des tours pour pouvoir arrêter. Mais le comité qui prend la décision finale pour un entretien, pour quelqu'un, et sans les fondateurs, sur 9 rôles sur 10. Après, sur les rôles les plus seniors, on est impliqué bien sûr, parce que c'est comme ça. Et comment vous l'avez dit à plusieurs reprises, on recrute des potentiels, des talents futurs. Qu'est-ce que vous faites de différent pour vous assurer que je pense que des talents? Un des premiers points, c'est de ne pas attendre que la com tombe à côté de nous, c'est-à-dire nous on fait beaucoup de travail d'outbound, c'est d'aller chercher des talents, c'est de se poser la question de pour ce rôle-là, quel serait notre profil idéal, de quelle typologie d'entreprise cette personne vient, etc. Parce qu'on a tendance à se dire que les personnes les meilleures au monde, ben, il y a une probabilité assez forte qu'elles soient très fortes dans leur job et très heureuses dans leur job parce qu'elles sont très fortes. Du coup, il faut aller les chercher.
Donc ça, c'est le premier point. On a créé une machine pour aller chercher les talents. Le deuxième point, c'est avoir un processus d'entretien qui permet de tester ça. Donc, par exemple, la dernière étape est une journée de projet chez nous au bureau ou maintenant en remote, mais où les personnes viennent bosser avec nous sur un projet en situation avec des membres de l'équipe, ce qui permet de voir les personnes en situation, comment ils se comportent, comment ils prennent des décisions, comment ils réagissent au feedback, et qu'eux aussi voient comment on est de l'intérieur et si la culture est adaptée à eux. Donc voilà, ça c'est quelques-uns des outils qu'on utilise, mais c'est un process de recrutement qui est très long, qui a fait 8 étapes, qui demande beaucoup, mais où on voit beaucoup de valeur parce que le jour où les gens arrivent, on leur fait une confiance qui est assez infinie, donc ça vaut le coup de passer un peu de temps avant. J'ai une petite question d'actualité. Congé paternité, on a un peu parlé ces dernières semaines. Je crois que vous étiez signataire du Parental Act. Donc, en gros, les engagements que vous avez pris sont devenus la norme. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, peut-être encore, depuis les recommandations de certains experts de santé, peut-être sur le congé maternité aussi, qui existe, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc nous, on est déjà, sur le congé maternité, on est déjà un tout petit peu plus que la loi, on est 1 mois de plus, et paternité, on était un peu plus que le Parental Act, on était à 5 semaines complètes. Et c'est des sujets qui sont très importants. On voit vraiment le retour sur investissement pour les équipes qui nous remercient énormément de leur donner ça. Après, c'est une vraie question sur le congé maternité quand même. Quand on sonde les mamans, elles nous disent souvent qu'elles sont contentes de revenir au bureau. Donc, je ne sais pas si forcer plus serait très utile. Ce qu'on a eu, c'est des cas où on a eu quelqu'un qui voulait prendre plus et avec qui on s'est organisé pour que ça marche, sans essayer que ça ralentisse sa carrière, etc. C'est ça l'enjeu le plus important. Et sur le congé paternité, on se pose aussi la question, on a des sons de cloche assez divers des babas. Genre, il y en a beaucoup qui trouvent que 5 semaines, c'est déjà très très bien et qui sont aussi contents de revenir. Il y en a qui pourraient demander plus. Après, avec notre culture des gens choisissent quand ils prennent leurs vacances et de flexibilité immense, en fait, on fait aussi que étendre le congé pat n'est pas nécessairement la meilleure solution pour ça. C'est donner plus de flexibilité pour pouvoir rentrer plus tôt le soir, s'occuper, pouvoir prendre le bon volume de vacances sur la première année. En fait, être souvent beaucoup plus. Je pense qu'un congé pat complet est très étendu. Mais ça, c'est des sujets en discussion où il faut encore faire évoluer énormément la société, parce qu'en effet, les papas disent qu'ils sont contents de travailler, mais en effet, pour les mamans qui se retrouvent seules, c'est sûrement beaucoup plus dur. Donc, comment on équilibre au niveau de la société je dis papa, c'est second conjoint, d'ailleurs, c'est pas que les papas. Mais du coup, il faut trouver des équilibres et faire continuer d'avancer le débat. Super, on arrive au terme de cette heure de présentation qu'on s'était donnée. J'ai peut-être juste une toute petite dernière question qui vous a été remontée, un peu en mode pick-up. Je suis patron de PME, je viens d'assister à ce super webinaire, il y a beaucoup d'idées, parfois un peu radicales, pour certains qui ont des structures hiérarchiques peut-être un peu bien ancrées, très traditionnelles. Je perds mon ordi, qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite, assez facilement? Quels sont les quick wins SC Business que je peux mettre en place rapidement? Je pense que les quick wins que tout le monde peut faire, c'est créer cette boucle de positivité qui est quand quelqu'un va présenter une idée, d'abord le dire ce qu'on a aimé dans l'idée et ensuite aider à améliorer, parler de manière un peu plus naturelle des échecs et commencer par soi. Donc, c'est un truc qui est assez effrayant, mais moi, à chaque fois que je l'ai fait, que j'ai partagé mes échecs dans la boîte, les gens se sont sentis plus humains, plus à l'aise de partager leur propre échec à eux et ça crée cette boucle positive. Donc ça, c'est hyper important. Essayer de parler du coup des sujets qui fâchent est important. Et en effet, il y a des choses qui sont un peu radicales, mais je pense que le dernier truc, c'est faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Juste essayer de décomposer ensemble, en petit groupe, la dernière décision qu'on a prise ensemble et comment on veut faire mieux, juste en partant d'un cas très concret. Ça, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Et après, bien sûr, acheter et lire LC Business et s'abonner à Alan. Voilà. Excusez-moi, juste en complément de ce que vous voulez dire, vous mettez plein d'avis sur justement le partage des échecs, parce que vous, en tant que boss de la boîte, vous avez une responsabilité différente. Il y a des actionnaires, il y a aussi des salariés.
Et donc, vous ne mettez pas de tabou. Par exemple, vous faites une grosse connerie, vous fouettez quelqu'un qui ne sait pas du tout la faire, et ça, vous en parlez comment? Ouais, on en parle. De toute façon, les gens en parlent et les gens le savent. Hein. Enfin, souvent, il n'y a pas de. Donc, ouais, moi, je parle vraiment de tout. Mais même vis-à-vis du board, même vis-à-vis des actionnaires, le fait d'être capable de leur dire là, j'ai chié, ça crée une confiance beaucoup plus forte. Quoi. Et ouais, je viens de le faire dimanche soir. J'ai eu un petit moment d'introspection et j'ai partagé des trucs à la boîte sur les 6 derniers mois et c'était hyper bien pour moi et je crois que c'était hyper utile pour la boîte. Merci. Okay, merci, on va en rester là. Donc, peut-être je me mets hop, ça se calme. LC Business, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Oui, sur tous les sites internet. Ok, très bien. Le webinaire est disponible en replay, ça vous sera envoyé automatiquement dès qu'on va arrêter cette session. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci à tous. À très bientôt et bonne continuation. Merci. Merci.